Très heureuse de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, c'est dimanche. Comme vous le savez, le dialogue est en train d'atterrir tout doucement et je crois que Sergine Rehema de Top Congo nous l'a affirmé. Et ben, je crois que c'est mardi qu'on va conclure définitivement ce dialogue. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Jolino Makelele qui est porte-parole de l'UNC et avec lui, nous allons débattre de temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Makelele. C'est un plaisir de vous retrouver, madame. Porte-parole de l'UNC, donc la bouche autorisée de ce parti cher à Vital Kamerhe. Comment se porte l'UNC aujourd'hui après le départ, je peux me le permettre l'expression, des grands tenants de ce parti, à savoir Claudel Loubaya, monsieur Wanga. Comment vous vous portez aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui l'UNC n'est pas en train de s'éclater comme le MLC après les concertations de Nous sommes revenus à une certaine cohérence. Cohérence dans la direction qu'il faut assurer à notre parti. Car comme vous le savez, vous l'avez constaté de vous-même, nos deux amis, l'honorable Claudel Loubaya et l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, avaient commencé à prendre des positions qui s'éloignaient un peu de celles du parti. Et les partis les a entendus d'une certaine façon, et il a été décidé de constater leur auto-exclusion. Et le président les avait reçus, et j'en étais témoin d'ailleurs, et il leur a formellement expliqué que le parti ne pouvait pas, continuer à vivre cette situation. Et ils ont pris. Quelles étaient leurs revendications? Ils étaient en dehors des lignes du parti, des propositions ou du parti qu'a pris aujourd'hui l'UNC? Non, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'ils défendaient en fait? Ils ont pris des positions contraires aux positions de l'UNC, contraires à la ligne du parti. À la ligne du parti. Et donc, ce qui était normal, on a constaté que cette prise de position récurrente n'était plus conforme avec celle... Mais c'est ce qu'on reproche souvent aussi, monsieur Jolino Makelele, à nos partis, cette manque de démocratie, de dialogue. C'est quand même des ténors qui ont commencé avec vous. Pourquoi vous les écoutez pas? Vous ne faites pas vos tables rondes au sein de vos partis. Chaque fois que quelqu'un peut-être sort de la ligne du parti, vous l'auto-excluez, vous le faites partir. Pourquoi? Vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas aussi la démocratie que vous preniez à tout bout de champ? Cela ne se fait pas dans vos partis? Je pense ne pas pouvoir me départir du secret des délibérations en l'occurrence, en vous disant que lorsque les options importantes du parti ont été prises récemment, les deux amis précités ont fait partie de la direction politique nationale qui a pris ces décisions. Et que donc comme par exemple participer au dialogue. Participer au dialogue, et même la ligne pour aller à Genval ou pas, tous nos amis, que ce soit l'honorable Ewanga ou l'honorable Claudel Loubaya, ont participé à ces réunions. J'en fus le porte-parole. Donc je peux l'attester sans crainte d'être contredit. Ils étaient d'accord avec toutes ces options? Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, pourquoi ils changent de position? Non, c'est-à-dire que c'est l'expression publique qui froisse un peu cette manque de constance dans nos hommes politiques. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en réunion, nous prenons une option que vous approuvez par ailleurs, et que par la suite nous apprenons que par vos prises de position, vous affaiblissez les positions prises par le parti, je crois qu'on peut constater implicitement que la ligne du parti ne vous convient pas. Et lorsque la ligne du parti ne vous convient pas, donc on peut constater que vous avez décidé d'aller en dehors de cette ligne, et que donc vous vous excluez vous-même du parti, puisque les statuts du parti prévoient de se conformer à la ligne du parti. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, dans la rétrospective proprement dite. Nous prenons le tout premier dossier. C'est la requête déposée ce samedi par la CENI à la Cour constitutionnelle. Corneille Nangaa est allé officiellement remettre cette requête pour prolonger, en tout cas, la date des élections. Comme vous le savez, il avait dit clairement les élections en 2016, c'est pas possible. Il est allé maintenant avoir le point de vue de la Cour constitutionnelle. Et évidemment, notre rédaction, notre chaîne descend toujours dans la rue pour poser la question à nos téléspectateurs. Nous allons voir le point de vue des Kinois par rapport à ce dialogue. Suivons.
Une délégation de la CENI tôt ce matin de samedi dans les installations de la Cour constitutionnelle. Entre les mains du président de la centrale électorale, une requête présentée en 11 exemplaires et comprenant des annexes remises au service de greffe de la Haute Cour. En somme, la centrale électorale sollicite de la Cour constitutionnelle le report de la date de la convocation de l'électorat pour le scrutin présidentiel. Dans son calendrier global, publié en février 2015, il était prévu la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle le 20 septembre. Il s'est fait entre-temps que la plénière a constaté qu'elle est en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral. Ce travail étant en cours, la plénière est donc s'est vue devant cette impasse et s'est référée à la Haute Cour quant à ce. À 2 jours de la date constitutionnelle pour la convocation du corps électoral, c'est-à-dire le 19 septembre, la démarche de la CENI vient non seulement diviser la classe politique, mais les juristes aussi. Certains l'estiment fondée, mais d'autres pas. Cela s'oppose une série de questions, notamment la base légale de la saisine de la Cour constitutionnelle. La Haute Cour étant un organe constitué, peut-elle entrer en porte-à-faux avec la Constitution? Comment va-t-elle autoriser à la CENI de violer la Constitution dont elle est elle-même gardienne? Autant de questions auxquelles la Cour constitutionnelle est également appelée à répondre dans le délai raisonnable de la loi. Après ces longues nuits et ces longues journées, nous avons pu trouver un accord que nous considérons comme étant pour l'intérêt supérieur de notre pays, c'est-à-dire organiser concomitamment toutes les élections. La présidentielle, législative nationale et les provinciales vont se dérouler dans la même séquence, en tenant compte des possibilités sur le plan aussi bien technique que financier. Il appartiendra à la CENI de voir si à ce moment-là on peut aussi, au cours de la même séquence, organiser les élections locales. Si, pour des raisons techniques et pour des raisons financières, il s'avérait impossible d'organiser concomitamment les élections locales, cela serait reporté pour une séquence ultérieure. Nous avons reconnu l'importance de toutes les élections. Elles sont prévues dans la Constitution. Mais nous avons souligné que si nous sommes au dialogue, c'était essentiellement du fait que nous sentions tous qu'il y a une crise politique qui va être aggravée dans notre pays par la non-tenue de la présidentielle et qu'il fallait trouver très vite une solution. Donc nous ne devions pas nous perdre dans plusieurs élections. Mais aujourd'hui, nous sommes mis d'accord pour dire qu'effectivement, il faut trouver la séquence qui n'énerve pas la Constitution, mais en même temps qui est proche ou qui traduit la préoccupation qui était la nôtre. Et je demanderai que les gens travaillent jusqu'à assez tard, de façon à pouvoir faire une restitution de tous les travaux de commission le vendredi matin, ce qui autorisera la possibilité réelle de commencer à étudier le texte définitif de notre accord et clôturer les travaux plus tard samedi. Nous n'aurons pas respecté le délai que nous avions prévu parce que nous n'avions pas prévu qu'il y aurait cette interruption. Les Quinois appellent les participants au dialogue à se mettre ensemble pour trouver des solutions idoines pour l'intérêt du pays. Ils disent attendre également beaucoup du facilitateur. S'il y a dialogue, parce qu'il y a des divergences, parce qu'il y a des incompréhensions, le facilitateur a aussi un rôle à jouer. C'est là que nous attendons, lui, en tant que facilitateur, qu'il fasse quelque chose pour éviter le chaos qui se guette dans le pays. Les politiciens doivent savoir que ce peuple a longtemps souffert. La population congolaise est en train de vivre une misère insupportable.
Aujourd'hui, l'intérêt de la population doit être mis au premier rang. Donc, s'il n'est pas donné trop de chance à ces dialogues, je pense que c'est un peu absurde, mais moi, j'en appelle à la conscience de tous les politiciens pour que ces dialogues puissent vraiment être une grande réussite. Je suis, en tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais je suis optimiste que ces dialogues-là vont nous donner un soulagement, une paix durable. Je suis vraiment convaincu que ces gens-là, ils vont trouver quelque chose qui va faire du bien à la nation. D'autres, par contre, accordent peu de crédit aux résolutions de ce forum. Les résolutions qui peuvent tenir là n'aboutiront en rien. Et il n'y a aucune chance de la réussite de ce genre de dialogue. Donc ils sont là en train de monologuer, ils ne sont pas là pour dialoguer parce que la franche et la grande partie de l'opposition ne participent pas dans ces fameux dialogues. Ce jeudi marque la reprise de travaux en commission et les facilitateurs espèrent clôturer ce forum au plus tard le samedi prochain. Joël Makélé, revenons à la personne de Vital Kamerhe, parce que je crois que ce dialogue tourne autour de lui, focalise aujourd'hui l'attention, et c'est l'homme le plus lynché médiatiquement aujourd'hui, adulé par les uns, lynché par les autres, et d'aucuns le considèrent d'ailleurs comme le Mandela congolais. Est-ce que vous partagez aussi cette opinion froidement, non pas parce que vous êtes le porte-parole de l'UNC, est-ce qu'il est l'homme qui a évité le chaos en République démocratique du Congo? Je le crois franchement. Et pourquoi? Parce que comparaison n'est pas raison, et puis il faut quand même une certaine dose de modestie pour le comparer vraiment à Mandela, même si dans le cheminement politique qui fait problème, on peut retrouver des similitudes. Mandela, quand il est sorti de sa prison, naturellement, lorsqu'il a demandé à sa population, qui était martyrisée par les Blancs, de lui accorder confiance pour que il patiente pour les élections à venir, la population énervée l'avait quasiment lynché en disant que vous êtes un traître parce que normalement nous nous attendons à ce que nous renversions le rapport des forces avec les Blancs et que nous nous imposions vis-à-vis des Blancs. Il a serré la main de Frédéric Leclerc, et il a tout fait pour que, au nom d'une certaine modestie et de ce qu'il voyait dans l'Afrique du Sud de demain, il ait pu rétablir la confiance entre Noirs et Blancs. Et Vital Kamerhe est dans ce cheminement-là. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, les hommes, parfois les hommes d'exception, sortent dans des situations exceptionnelles. Nous sommes devant une situation exceptionnelle. Tout le monde a dit et tout le monde l'a constaté que nous devrions aller aux élections conformément à notre constitution. Nous devrions veiller à ce que le scrutin pour l'élection présidentielle soit convoqué dans les 90 jours précédant la fin du mandat du président de la République. Nous avons tous convenu également que le mandat du président de la République est de 2 fois, il a droit à 2 mandats, un mandat renouvelable une seule fois. Et nous sommes restés dans cette logique-là jusqu'à ce que nous constations nous-mêmes, pour des raisons qui peuvent, de notre point de vue, en termes de responsabilité, être imputées au président de la République, au gouvernement et à la CENI, nous nous sommes retrouvés dans la situation où il devenait de plus en plus impossible d'organiser ces élections. Madame, c'est donc vous comprenez le point de vue de la CENI aujourd'hui qui est allée déposer cette requête à la Cour constitutionnelle. La toute première question, Joël Makélé, est-ce que c'est légal? Est-ce que la Cour constitutionnelle, comme l'a si bien dit Élisée Odia, de Journalistes en Action, est-ce que cela est légal? Est-ce que cela ne va pas violer cette Constitution parce que la Cour constitutionnelle est garante de la Constitution? Est-ce que c'est pas aussi créer ce trouble-là, cette incompréhension à chaque fois qu'il y a problème? Est-ce qu'il y a déjà un cas de jurisprudence dans cette situation? Madame, je vais y répondre, mais avant tout, je vais vous dire quelle est la raison qui pousse à ça, à cette démarche, sans vouloir défendre la CENI naturellement. Nous avons reçu, au dialogue qui se déroule à la Cité de l'OUA, des communications en rapport avec le processus électoral. Nous avons reçu la communication de la CENI, qui nous dit quoi? Qu'elle est dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais convenus. Et que pour elle, elle ne peut, à la rigueur, commencer cela que dans les 16 mois qui suivraient la date de commande qu'elle a passée de quitte
Et cette date, c'est le mois de février 2016. Donc si on compte 2016, février, c'est-à-dire deuxième mois jusqu'à décembre, ça fait à peu près 10 mois, plus les 6 mois de 2017, on arrive aux environs de juin 2017, plus les 100, à peu près 3 mois pour la convocation, on est pratiquement au mois de septembre-octobre. Ça, c'est la CENI. Et ce, dans la mesure où on aurait procédé à la refonte totale du fichier électoral. Qui prendra à peu près combien de temps? Mais c'est le temps dont je viens de parler. Tout ça, c'est pour la refonte et enrôlement des nouveaux majeurs. Et nous ne nous sommes pas contentés de la version de la CENI. Nous avons demandé que ceux qui ont procédé à l'audit du fichier électoral de la CENI puissent venir. En l'occurrence, ce sont les organismes qui ont été mandatés expressément par le Conseil de sécurité, notamment l'OIF et même les Américains. Même les experts locaux y étaient aussi? Oui, les experts locaux l'ont fait à titre purement individuel, mais surtout des organismes qui font autorité en cette matière et des personnalités qui font autorité, et notamment le général Sangaré. Et donc, nous avons eu, madame, droit à ce document-là, qui s'appelle Mission d'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Et ce rapport a été exposé aux participants au dialogue. De même que le rapport des Américains. Mais ce rapport, il dit quoi? Il est impossible d'organiser les élections, notamment l'élection présidentielle, à la date prévue. Pour quelles raisons? Entre autres, parce que d'abord, le fichier électoral n'est pas fiable. Rappelez-vous, nous de l'opposition, toutes tendances confondues, nous avons toujours décrié ce fichier-là. Nous lui avons donné des noms d'oiseaux, tous les noms d'oiseaux. Nous avons réclamé d'aller visiter ou révisiter les serveurs, rappelez-vous. Eh bien, tout cela, nous l'avons dit, même lorsque le calendrier était sorti, le calendrier électoral. Et donc, nous serons malvenus de ne pas profiter de l'occasion qui s'est offerte à nous de revisiter ce fichier. Et donc, je disais que l'OIF a conclu pratiquement de la même manière. Sauf que pour l'OIF, le délai pour la refonte du fichier électoral et donc pour terminer l'enrôlement de tous les électeurs, pour l'OIF, c'est à peu près 10 mois. 10 mois à compter du mois de juillet. Si vous comptez... Mais les délais constitutionnels, ce qui est clair, vous parlez à cette population, ce qui est clair, donc en cette année 2016, pas d'élection. C'est clair. C'est clair et net. C'est clair et net. Nous sommes des hommes politiques, des responsables. Comme Vital Kamerhe l'a dit, c'est plus le temps de jugement, il faut passer aux actions. Madame, nous sommes des responsables. Okay. Aucun homme politique aujourd'hui, responsable, ne peut dire aujourd'hui qu'il est possible de... Parce que pour convoquer le 27 novembre, il faut convoquer un électorat, madame. Et cet électorat... C'est normalement ce 20 septembre. Ce 20 septembre. Mais vous ne le connaissez pas. À moins que vous vouliez qu'on y aille avec le fichier électoral. Qui est totalement corrompu. Alors, dans ce fichier électoral, madame, vous avez des électeurs qui sont sans site. Ils ne savent pas, mais ils ont voté en 2011. Vous avez des électeurs sans empreinte, mais ils ont voté. Madame, vous avez des électeurs qui ont été omis, et qu'il faut rattraper. Vous avez des inscriptions multiples. Il faut les réhabiliter. Vous avez des doublons, des gens qui se sont inscrits 2 fois. Vous avez des gens qui ont des cartes d'électeurs multiples. Vous avez, bref, quand vous avez tout cela, madame, il faut vous dire que, en dehors de cela, j'ajoute que vous avez la Constitution elle-même qui risque d'être énervée dans la mesure où le droit reconnu aux citoyens, notamment aux jeunes qui ont atteint 18 ans, ce droit-là est énervé parce que dans le fichier de le fichier actuel est fixé en 2011, ils ne sont pas présents. Donc vous excluez, vous violez la Constitution en ne faisant pas voter les jeunes. Est-ce qu'il y a déjà eu cas de jurisprudence pour gagner le temps? Est-ce qu'il y a déjà eu cas de jurisprudence? Est-ce que la CENI ou l'ex-CI a déjà proposé cela, un prolongement? Il y a déjà ce cas depuis les élections. Je termine, madame, j'y arrive. Donc c'est pour vous dire que si vous y allez avec le fichier actuel, le camp majorité présidentielle a déjà près de 7 millions de voix d'avance. Quand vous commencez à voter une voix pour vous, de l'opposition, votre candidat, la majorité a déjà plus de 6 millions de voix avant même que vous commenciez l'élection. Donc ces cas-là, tant qu'on ne les aurait pas extirpés de ce fichier, nous serons perdants. Et donc, au vu de cela, il est impossible de convoquer actuellement ce corps électoral. Il y a déjà cas de jurisprudence? Pour le reste, la CENI a apprécié.
elle-même la situation d'impossibilité qu'elle peut qualifier elle-même de force majeure, c'est-à-dire l'impossibilité de convoquer les corps électoraux dans la mesure où, notamment, le fichier est j'allais dire, empesté et que il y a nécessité de le refondre. Et donc, si la CENI l'estime, parce que c'est une prérogative qui revient seulement à la CENI, qu'il doit obtenir pour cela l'aval de la Cour constitutionnelle, eh bien, c'est la Cour constitutionnelle qui va nous dire si la démarche... La dernière question avant d'entrer. Est-ce que c'est maintenant possible? Vous avez vraiment fait un compromis dans ce dialogue. Nous allons y revenir. Donc, les élections se tiendront concomitamment, les présidentielles, les provinciales, les législatives et tout ça. La question sera posée tout à l'heure, après ce deuxième condensé. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs participants qui ont suspendu, permettez la tautologie, leur participation à ce dialogue. Comme vous le savez, Albert Moleka est parti, il y en a d'autres qui sont partis aussi. Nous allons donc découvrir les raisons dans ce deuxième condensé. Il était le premier à quitter et ce, définitivement le dialogue. Albert Moleka lit cette décision au souci de faire respecter la Constitution, une réalité qu'il n'a pas vécue durant des travaux du dialogue. J'ai dû constater, après les 5 premiers jours des travaux, le manque de bonne foi dans le chef de nos amis de la majorité présidentielle. Je me suis imposé un devoir de réserve jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire jusque jeudi le 15. Après le 15, on pourra parler des faces cachées. Je pense que une des erreurs qui a pu élire domicile dans le dialogue, c'est que on a oublié de mettre sur la table le respect de la Constitution. Pour le vice-président de l'UDPS Kibassa, la suspension par la délégation de l'opposition de sa participation n'a aucun effet. La délégation de l'opposition a pris la décision de suspendre sa participation hier, mais elle a déjà accepté l'enrôlement préconisé par la CENI aille jusque juillet 2017, donc ce qui viole déjà la Constitution. C'est-à-dire que on a accepté l'idée de ne pas organiser les élections présidentielles en temps voulu. Ainsi, Albert Moleka se remet à l'UDPS Kibassa. À l'en croire, son parti ne l'a jamais désavoué. Non, au niveau du parti, il n'y avait pas de problème. Au niveau d'un ancien fondateur, oui, mais pas au niveau du parti. Hier, nous avions réunion de la présidence, comme d'habitude, à 15h à la permanence sur le petit boulevard, à hauteur de la 12e rue. Entre-temps, le vice-président de l'UDPS Kibassa dit disposer des révélations. Il promet de les dévoiler après la fin du dialogue. Pensons que nous allons arriver à un compromis parce qu'on est venu dialoguer et négocier. Quand on négocie, chacun a ses positions, mais chacun peut essayer aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est plus facile du côté de la majorité, mais un peu plus difficile du côté de l'opposition et puis de la société civile. De la majorité, nous attendons la flexibilité, tout comme de l'autre côté. Nous sommes négociateurs, nous sommes contre toute position radicale. Et nous espérons que la majorité doit aussi comprendre qu'elle n'est pas venue imposer ses points de vue. Nous non plus. Alors, si il demande de commencer par les locales et qu'il y a une résistance, il va sûrement aussi faire une concession. Nous faisons aussi. Et on va se rencontrer au centre. Comme négociation, c'est tout à fait normal, effectivement, que les uns et les autres montent les enchères. La majorité a monté ses enchères, qu'il faut commencer par les élections locales. Même pas faire allusion aux provinciales. Elle dit seulement local. L'opposition a pensé qu'il faut plutôt commencer par les élections présidentielles. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition a suspendu ses travaux. Mais nous disons dans l'ensemble que nous tous, nous sommes solidaires. Parce que c'est une composante dont nous faisons partie. Mais nous disons que, comme sont des négociations, chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Et ici, je peux vous dire, ce n'est pas un tabou, parce que je le répéterai toujours, qu'au sein de l'opposition, il y a composantes, députés nationaux, qui ne sont pas d'accord, qui puissent partir
avant les députés provinciaux ou avant les sénateurs. Tout ça sont des questions à intérioriser et nous allons en discuter. Joino Makelele, nous avons eu cette nouvelle comme un coup d'épée qui nous a tranché un peu la gorge, je peux me permettre l'expression, la suspension de l'opposition pendant le dialogue. Alors, beaucoup d'eau donc ont coulé depuis cette suspension. La toute première question, Joino Makelele, froidement, est-ce que l'opposition ne s'est-elle pas fait rouler lors de ce dialogue? Est-ce qu'on n'avait pas fait trop de concessions aussi? Parce que vous y allez, vous avez dit que vous devez respecter la Constitution. On a l'impression que cette fois-ci, cette Constitution est violée, comme l'a dit si bien Albert Moleka. Alors, vous n'avez pas l'impression de vous être fait rouler? Madame, sans vouloir polémiquer, je dirais d'abord à notre ami Albert Moleka que la Constitution allait déjà être violée si la CENI avait programmé l'élection présidentielle au 27 novembre. Comment ça? Comment? Parce que les jeunes gens qui ont 18 ans, qui ont eu 18 ans après le 2011, qui ne sont pas dans le fichier dont on se serait servi pour convoquer cette élection, n'auraient pas voté. Ça aurait été une violation grave. De la même façon, pour nos amis de la diaspora, ils n'auraient pas figuré dans ce fichier. Alors, violation pour violation, je crois que là, j'ai deux violations. Alors, si je ne veux pas m'amuser à dire deux violations contre une, ça fait quand même pas sérieux. Mais ceci étant dit, nous sommes porteurs, nous, en tout cas de l'UNC de l'opposition qui se trouve au dialogue, porteurs de toutes les revendications de l'opposition. L'opposition, quelle est la séquence qui a toujours été la sienne en ce qui concerne les élections? Pratiquement, qu'est-ce que vous avez gagné, parce que nous parlons aujourd'hui pour faire comprendre à cette opinion. Moi, je le dis toujours, nous sommes des élites, peut-être nous comprenons rapidement, Joino Makelele, qu'est-ce que l'opposition a gagné dans ce dialogue? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que Vital Kamerhe est allé là-bas, comme on le sait toujours, à la fin, il y aura un gouvernement d'union nationale et il y aura partage des postes. En tout cas, une large opinion congolaise pense que ce sera Vital Kamerhe le prochain Premier ministre de la RDC. Est-ce que Vital Kamerhe est allé se battre pour ce poste ou est allé vraiment pour se battre pour le Congolais? Madame, vous m'accorderez 2 petites minutes. Je vous en prie. Je dois d'abord dire ici, s'agissant du dialogue, qu'il n'y a aucun parti politique qui ait pu avoir une constance comme celle de l'UNC dans ses prises de position. Rappelez-vous, 2012, Vital Kamerhe, après les élections chaotiques, Addis Abeba avec Félix Tshisekedi et autres, pour demander un dialogue. Rappelez-vous, Vital Kamerhe qui fait des plans de sortie de crise, induisant un dialogue. Rappelez-vous que ce pouvoir n'a pas voulu en entendre parler jusqu'à la chute de Goma et à l'accord cadre d'Addis Abeba, et tout ça, et par la suite, avec la résolution 2098 du Conseil de sécurité. À l'époque, madame, nous avons constitué un groupe d'opposants pour nous opposer à la convocation par le président du dialogue dans son entendement. Mais lorsque finalement est venue l'heure de compter ses amis, nous nous sommes retrouvés tout seuls, madame. Il faut que les gens le sachent. Conclave délimité, nous sommes restés tout seuls. Tous nos amis, même les plus fidèles, sont allés aux concertations, c'est-à-dire le dialogue du président Kabila. Nous sommes restés constants, c'est-à-dire à la recherche du dialogue parrainé par la communauté internationale. Et à la suite de cela, nous avons même créé ce qu'on a appelé une coalition pour le vrai dialogue. Cette fois-ci... Alors, je termine. Non, j'aime bien parce que c'est à travers vos idées qu'on se pose aussi la question. Est-ce que cette fois-ci, c'est le vrai dialogue que Vital voulait? C'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment ce vrai dialogue. C'est vraiment ça, parce que... Vous avez suivi ce qui a dit non, on est en train de monologuer, qu'aujourd'hui, vous avez presque mis le tapis rouge à la majorité pour qu'elle puisse aujourd'hui prolonger le mandat du chef de l'État. Est-ce que c'est vraiment ce vrai dialogue que vous voulez? Madame, je termine en disant que lorsque les concertations ont accouché d'une souris, le président de la République a convoqué un autre dialogue en 2015. Notre position était toujours non, tant que ce dialogue n'était pas parrainé par la communauté internationale. Et dès lors que la communauté internationale, après avoir constaté les décès, les morts en 2015 des opposants qui réclamaient le respect de la Constitution, après avoir entendu les supplications de tous les Congolais, la communauté internationale a accepté le principe
de désigner un facilitateur. En l'occurrence, l'Union africaine qui a désigné M. Kodjo. Désignation adoubée par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité, à travers la résolution 2277. Madame, c'est à ce moment-là, et en référence ou en souvenir de ce qu'était la coalition pour le vrai dialogue, que nous avons saisi cette occasion en nous disant, cette fois-ci, c'est justement le bon dialogue. Pendant ce temps-là, accordez-nous, certains de nos amis, sans précaution particulière, sont allés dans différents pays européens ou ailleurs négocier avec le président Kabila sans garantie aucune pour le respect de la Constitution. Alors donc, nous sommes bien placés pour dire que notre cheminement a été constant et très peu de partis politiques. Répondez à ma dernière question. Alors, deuxième question, madame. Par rapport à ce fameux poste de Premier ministre. Dès lors que nous sommes allés pour les principes, nous nous disons, il faut faire respecter la Constitution, en l'occurrence, veiller à ce que le président Kabila, qui a fait déjà ses 2 mandats, puisse s'arrêter, que son mandat s'arrête. Il faut qu'il y ait des élections, en conséquence, il faut qu'il y ait des élections, notamment l'élection présidentielle. Vous avez vu comment la majorité s'est battue, bec et ongle, pour renverser et revenir à l'idée qui a toujours été ancienne, commencer par les élections locales, municipales et urbaines, et ainsi gagner du temps, qui sont compliqués. Parce que là-dedans, vous avez des groupements parfois qui sont sans électeurs, ou des groupements qui ne sont pas rattachés à telle province, etc. Et avec tout l'imbroglio résultant de du fameux découpage territorial, la majorité avait bien préparé son histoire pour nous imposer cela en complicité avec la CENI. Nous avons dit, non madame, nous devrions absolument faire valoir ce point de vue et accorder au moins à Vital Kamerhe et à l'ensemble de l'opposition d'avoir bien joué en disant nous sortons de ce dialogue si vous persistez dans votre intention de commencer par les élections locales. Ce ne sont pas les élections locales qui ont valu des morts au Congo. Ce n'est pas les élections locales qui ont valu comment dire, des troubles dans ce pays. C'est l'élection présidentielle, la perspective de ne pas respecter ces délais qui a valu des morts. Et donc, à partir de ce moment-là, nous devrions revenir à cette situation. Une fois que cela est obtenu, madame, le président Vital ne fait que suivre un idéal. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il sera le prochain Premier ministre? Et c'est bas pour ça, parce que vous ne le voulez pas, nous sommes journalistes, nous descendons sur le terrain, nous palpons la situation, la température. Nous avons ouï dire aussi que Vital Kamerhe s'est fâché parce que le poste de Premier ministre aurait été donné à quelqu'un d'autre. Répondez-nous franchement, vous êtes la bouche autorisée. Est-ce que Vital Kamerhe serait probablement le prochain Premier ministre? Madame, je vous dis que vous avez des informations plus fiable que les miennes. Moi, je ne me contente pas de rumeurs. C'est ça peut-être une différence. Moi, je me contente des faits. Et ce ne sont pas des raisons de journalistes d'investigation. Nous posons une question. Peut-être ça ne se dit pas officiellement, mais officieusement, ça se dit. Je vous dis, moi, je ne l'ai pas constaté. Il ne sera pas. Mais je ne le constate pas, madame. Comment voulez-vous? Wait and see, on verra probablement. Mais après ce dialogue, c'est vrai que Jolino Makelele, nous sommes presque à la fin, je crois. Normalement, ça devait se terminer ce samedi. On a prolongé vers mardi. Y aura-t-il, vous qui êtes dedans, un gouvernement d'union nationale, bien que Lambert Mende a dit que c'était vraiment pas dans les accords, c'était pas prévu du tout que ce qui est vrai, madame, la primature soit accordée à l'opposition. Ce qui est vrai, madame, c'est que l'opposition, lorsqu'est arrivé le moment d'établir des responsabilités, l'opposition a établi les responsabilités qui ont occasionné le retard dans ce processus électoral. Première responsabilité, le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui n'a pas veillé à ce que la CENI puisse donner un calendrier raisonnable. Deuxième responsable, le gouvernement. Rappelez-vous, le gouvernement, sur 5 exercices budgétaires, au cours desquels le Parlement, c'est-à-dire le peuple, a donné mandat au gouvernement, à travers ses députés et ses sénateurs, a donné pouvoir au gouvernement de décaisser près de 1,2 milliard en faveur de la CENI. Le gouvernement ne l'a pas fait, a fait des miettes. Dans l'entretemps, on construisait des immeubles intelligents et dans l'entretemps, on faisait des dépenses hors budget d'à peu près le même montant, presque 1 milliard. Donc la responsabilité du gouvernement est là. La responsabilité de la CENI de ne pas avoir priorisé cette refonte depuis longtemps et de s'être laissé aller dans les manigances du pouvoir. Par conséquent, nous avons dit qu'il fallait
qu'il y ait des sanctions. Sanctions, ce gouvernement qui a été incapable de donner l'argent à la CENI ne peut plus tenir le coup. Sanctions, cette CENI qui n'a pas été en mesure d'organiser les élections. Change de bureau oui, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut les têtes doivent tomber. Nous l'avons dit sans nous gêner, madame. Et donc, à partir de là, nous disons, si nous obtenons un cycle commençant par l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'élection présidentielle à partir de juin ou juillet 2017, madame, je crois que c'est une délivrance parce que nous l'aurons obtenu sans donner un coup de feu, sans que le Congolais ne s'entre-déchire. Certes, il y a l'article 64 de la Constitution qui dit que le Congolais peut s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui veut conserver la pouvoir. Mais madame, lorsque vous vous retrouvez en face d'une situation où on ne sait pas organiser les élections, je rappelle, aucune personnalité, aucun Congolais ne peut dire aujourd'hui, quel que soit son parti, qu'il peut convoquer l'élection. Parce que cette élection, il faut convoquer les électeurs. Qui sont les électeurs? On ne les connaît pas. Et donc, à partir de là, madame, tout homme sensé, j'en appelle le Congolais, vous êtes sensé, chers compatriotes, dites-moi, c'est un préalable. Et au surplus, pour les élections accouplées à l'élection présidentielle, il faut qu'il y ait une loi qui répartisse les sièges, les circonscriptions électorales. Or, avec le découpage électoral territorial, c'est encore un autre travail. Donc, tout avait été boutiqué pour que on dise non, c'est pas possible d'organiser les élections présidentielles et législatives. Et donc, c'est une grande victoire pour l'opposition que d'avoir obtenu que cette élection puisse avoir lieu. Et surtout, parce que si cette élection a lieu, c'est-à-dire que le président, c'est la confirmation, la consécration de la fin du mandat du président de la République. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous prenons deux points de presse coup sur coup, le point de presse du groupe de soutien et de M. Kodjo, nous prenons le point de presse de la MONUSCO qui se fait chaque semaine et l'audience de l'envoyé spécial de Barack Obama ici à Kinshasa. Autrefois, principale exigence de la communauté internationale, le respect du délai constitutionnel quant à l'organisation de l'élection présidentielle semble ne plus être la préoccupation majeure de cette dernière. À la lumière de ce que nous avons entendu des différents experts des Nations Unies, de l'OIF, de la CENI, il est clair que malheureusement les élections ne pourront pas être organisées en temps prévu. C'est pour ça que ce dialogue est précisément à la recherche des solutions pour trouver des arrangements pour tenir les élections aussi proches que possible des délais constitutionnels. La concession faite par l'opposition par rapport à la refonte totale du fichier électoral serait également pour quelque chose. Cette opposition qui n'entend nullement céder quant à la problématique des séquences prioritaires des scrutins. Les amis de la majorité certainement comprennent que s'ils disent à l'instant même que oui, nous avons compris aussi que la crise risque d'être alors une véritable impasse si on ne privilégie pas l'élection présidentielle dans l'ordre des élections qu'on va aligner. Coupler la présidentielle avec les législatives nationales, nous n'avons pas de problème avec ça. Avec les provinciales, nous n'avons pas de problème. Mais nous disons, dans la séquence, on doit voir effectivement que nous avons accordé une attention particulière à l'élection présidentielle. Ceci dit, nous n'avons pas dit que nous venons de quitter définitivement les dialogues, nous n'avons jamais dit ça. Jusqu'à nouvel ordre, ça signifie qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte. Du côté de la majorité, l'on ne compte pas faire une concession de plus, estimant en avoir déjà beaucoup fait. Au milieu de ces positions diamétralement opposées, la facilitation se contente d'en appeler au sens de compromis des uns et des autres pour décanter la situation. Edem Kodjo n'exclut pas la possibilité d'une prolongation de la durée des travaux, mais celle-ci devant être de quelques heures, un jour tout au plus, a martelé le facilitateur. Que la scolarisation des enfants est la responsabilité de tous. La campagne porte-à-porte va pouvoir identifier à la fois les enfants non inscrits, mais également les mesures de protection sociale pour les maintenir à l'école. En ce sens, elle constitue une étape significative vers l'éducation pour tous en RDC, ainsi que vers l'atteinte des objectifs de développement durable pour une éducation de qualité d'ici à 2030. Évoquant la situation des droits de l'homme en RD Congo, au cours du mois d'août 2016, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme constate une hausse
par rapport au mois de juillet dernier. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 393 violations des droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Les agents étatiques ont été responsables de 63 personnes de ces violations et ils ont commis au moins 27 victimes d'exécution soumises au judiciaire. Le rapport a salué les mesures de décrispation et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et on a salué aussi l'instruction du ministre de la Justice au procureur de l'RDC par rapport des réquisitions des peines et qui souligne le droit à la liberté d'individu comme règle générale. A noter, le porte-parole militaire Amazon Kodjo a signalé la poursuite des opérations menées par les FARDC au sud Kivu en vue de la neutralisation des groupes armés, mais également une forte pression exercée en Ituri sur les éléments réfractaires du FRPI. En marge de la tenue du dialogue politique national, pendant que les différentes parties prenantes à ces assises semblent avoir trouvé un compromis autour d'un dépassement du délai constitutionnel quant à l'organisation de la présidentielle, les États-Unis, eux, réaffirment leur attachement au respect de la loi fondamentale RD congolaise. Voilà ce qui explique les échanges entre l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Well, this is my third or fourth visit here to the CENI under his leadership, and we had. C'est ma troisième ou quatrième visite auprès de la direction de la CENI et les autorités qui dirigent la CENI. Et nous avons eu un tour d'horizon pour voir, discuter des questions techniques, pour voir comment est-ce qu'on peut rapidement passer aux élections, en particulier les élections présidentielles. Vous savez qu'il y a un intérêt particulier sur cette question, les questions techniques liées aux élections au sein du dialogue, mais également cette question intéresse les personnes qui ne sont pas au dialogue, mais la population congolaise elle-même. Donc il faut naturellement faire tout ce qui est faisable pour s'assurer que nous puissions respecter l'esprit de la Constitution pour que les élections se tiennent le plus rapidement possible. Les États-Unis réitèrent également leur détermination à soutenir la RDC dans son processus électoral. Les États-Unis d'Amérique demeurent un partenaire important de la RDC. Nous avons toujours aidé ce pays et à travers la MONUSCO. Les États-Unis d'Amérique dépensent environ 300 millions de dollars chaque année pour un appui à la MONUSCO et je pense que ça c'est un appui également pour aider à pouvoir résoudre toutes les questions liées à ces processus dans ce pays. Pour l'instant, la CENI, elle, poursuit son opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, jusqu'ici cantonnée dans la seule province du Nord-Ubangi. Jolino Makelele, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans ces séquences, l'envoyé spécial du président Barack Obama pour la région de Grand Lac estime que nous, on doit faire les élections presque dans le délai constitutionnel, mais vous avez suivi aussi la réaction de Tambo Mamba qui a dit cette fois-ci, en tout cas, la communauté internationale n'interviendra plus pour nous aider lors de ces élections. Est-ce que c'est pas paradoxal? Est-ce que vous pensez réellement que les élections en RDC peuvent se faire sans le soutien de la communauté internationale? Oui, madame, avant tout, laissez-moi vous dire que vous avez entendu deux déclarations. L'une de M. Perriello, qui est l'envoyé spécial du président Obama dans la région des Grands Lacs, qui a dit qu'il s'attendait à ce que les élections puissent avoir lieu dans les meilleurs délais. Donc, dans le meilleur délai par rapport au délai constitutionnel, parce qu'il a intégré, lui aussi, la donne de que c'est pas possible. Et vous avez surtout, madame, surtout, chers téléspectateurs, entendu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Djinit, dire ici, et c'est pas un membre de l'UNC, je vous rassure, c'est pas un membre de l'opposition, dire qu'il est impossible d'organiser les élections. Alors nous qui sommes des pauvres citoyens qui n'avons pas des connaissances particulières en matière électorale, que voulez-vous que nous fassions d'autre que ce que les experts nous recommandent? Et surtout pas les experts de la CENI, parce que nous partageons le même doute, vous et nous. Nous suivons les avis des experts de l'OIF, des experts de NDI, etc. qui nous disent tous impossible.
Et j'ai dit, tous Congolais qui a une solution pour qu'on convoque les élections, l'élection présidentielle le 27 novembre, à savoir, pardon, qu'on convoque ce 19 septembre, qu'ils viennent avec cette solution-là, c'est-à-dire une solution qui respecte la Constitution, c'est-à-dire qui n'exclut pas les Congolais de l'étranger, parce ce sont des citoyens congolais conformément à la Constitution, qui n'exclut pas les jeunes qui ont 18 ans, qu'ils viennent avec cette solution-là. J'ai relevé quand même quelque chose qui m'a fait tilt dans la tête. C'est quand même assez désolant de dire qu'on ne peut pas croire à nos propres experts, que nous devons tout le temps croire à ce que disent, parce que c'est un blanc qui l'a dit, nous devons le croire. Est-ce que 56 ans après les indépendances, nous devons toujours téter aux mamelles de la communauté internationale? Je l'ai nommé Makelele, c'est quand même décevant pour un si grand pays. Encore que ce n'est pas un mauvais geste que de téter. Mais je vais vous dire, madame, que les rapports produits par l'OIF et les Américains, ce sont des rapports qui ont raccourci le délai initiaux prévus par la CENI. Rappelez-vous, madame, vous êtes trop bonne journaliste pour ne pas vous en rendre compte, que M. Nanga nous a mené déjà à plus de 24 mois. Et que le fait même qu'on arrive à réduire cela à peu près à 16 mois, à partir de février. Donc, il faut quand même rappeler aux Congolais, tout le processus d'enrôlement, de nettoyage du fichier, et tout ça va se terminer au mois de juin, à peu près au mois de juin de l'année prochaine, 2017. Et qu'à partir de là, on peut commencer à convoquer le scrutin. Parce que, je le rappelle, si on ne le fait pas, vous avez près de 1 600 000 personnes décédées depuis 2011 qui ne figurent pas, qui figurent encore toujours dans ce là. fichier. Vous avez des doublons qui sont là. Vous avez des surinscriptions qui sont toujours là. Donc, c'est intellectuellement et raisonnablement pas possible de laisser la majorité partir avec cet avantage de près de 5 millions d'électeurs inconnus qui vont voter pour leur candidat. Aujourd'hui, oui, je l'ai nommé Makelele, mais quand même aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une grande frange de l'opposition qui n'est pas là, ne marchons pas les mots, le rassemblement n'est pas là, le G7 n'est pas là, et tout ça. Et quel est aujourd'hui l'entendement de l'UNC par rapport à ça? Vous êtes en froid aujourd'hui, pourquoi vous participez? Est-ce que vous les appelez encore pour qu'ils viennent, malgré que ce dialogue est presque fini? Pourquoi l'UNC a accepté de participer sans les autres? Madame, je vous rappelle quand même qu'à un certain moment, certains de nos amis de l'opposition, en l'occurrence l'UDPS pour ne pas la citer, avaient pris langue avec le pouvoir kabiliste en place. Ils avaient commencé les négociations. M. Kodjo l'a dit, des documents existent, même ceux de la majorité ne le cachent pas, il y a des documents qui ont été signés. Et c'était connu. Mais on a montré, ça fritait sur les nez d'ailleurs, ce document, il n'y a rien de spécial, c'est quelque chose de normal. Non, c'était même connu qu'ils sont arrivés jusqu'au point de faire des propositions de gouvernement, des primatures, et vous savez aussi que nos amis de l'UDPS, notamment, avaient exigé que ce soit eux qui constituent la liste des opposants. Ça, c'est connu, c'est sur la place publique. Donc, pendant ce temps-là, nous n'avions aucune garantie de la communauté internationale. Et qu'est-ce qui nous différencie maintenant, ou qu'est-ce qui peut nous unir? Madame, il faut le dire aux Congolais. On peut dire aujourd'hui que Vital Kamerhe est toujours opposant aujourd'hui? Attendez, je vais vous le dire, madame. Il faut le dire, qu'est-ce qui nous unit? Ce que nous avons en commun avec le rassemblement, mes chers téléspectateurs, que personne ne vous raconte des histoires. Le rassemblement est pour participer au dialogue, tel que convoqué par Edem Kodjo. Nous aussi, attendez, nous l'avons voulu, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons à ce dialogue. Le rassemblement a posé des conditions, certaines conditions, c'est-à-dire des préalables. Nous aussi, de l'UNC et des autres partis de l'opposition, nous avons posé ces préalables. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup fait en manière telle que les libérations des prisonniers politiques ont atteint un niveau très très important, de même que la procédure de rouverture de certains médias appartenant à l'opposition. Certes, il nous est resté des inconnus, notamment le cas de Diomi, le cas de Muyambo et éventuellement le cas de Katumbi. Connaissez la position de la majorité par rapport à ça, ils ne sortiront jamais. Madame, ils ont donné leur point de vue. Vous avez un point de vue que vous soutenez en tant que femme d'ailleurs par ailleurs, mais ça c'est un point de vue, j'allais dire, de femme. Mais ce qui ne manque pas de raison naturellement. Mais surtout, à partir de là, vous voyez les convergences. Le rassemblement veut le dialogue et veut participer au dialogue.
Nous voulons le dialogue et nous participons déjà au dialogue. Le rassemblement ne veut pas du facilitateur Eden Kodjo. Vous l'avez récusé ou pas, au fait? Non. Vous l'avez pas récusé? On l'a jamais. Et pour cause, madame. Le facilitateur a été désigné par la communauté internationale, en l'occurrence l'Union africaine. C'est nous, opposition, qui demandions, qui n'avions pas confiance au dialogue du président Kabila, qui avons demandé le facilitateur, alors que d'autres opposants avaient déjà négocié avec le président Kabila. Maintenant, quand on nous a donné les facilitateurs, disons, issus de la communauté internationale, et au surplus adoubés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était normal que nous allions. Et nous avons constaté que c'était pas suffisant. Nous avons encore demandé qu'on adjoigne à ce facilitateur un groupe de soutien, des ambassadeurs, etc. Donc l'ambassadeur de l'Union européenne, de la Suisse, les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, de SADC, etc. Donc, excusez-moi l'expression, le facilitateur était bien ceinturé. Et donc, par ailleurs, il faut le constater. Vous ne pensez pas que vous êtes journaliste, comme l'a dit Etienne Tshisekedi, Madame, Eden Kodjo n'est pas kabiliste? Vous suivez les travaux du dialogue, madame. Qui n'est pas retransmis en direct, on va en parler. Mais ça n'empêche, vous suivez, parce que vous êtes trop bon journaliste pour qu'on vous raconte des histoires. Vous avez vu le facilitateur. Quel est son rôle, mesdames et messieurs, au dialogue? Et tout le monde peut en témoigner. Il ouvre la cérémonie, il donne la parole aux représentants de la majorité. Il n'a aucun parti pris, Eden Kodjo? Aucun parti pris? Je ne sais pas, moi je vous dis ce que je constate, madame. Il donne la parole soit au co-modérateur représentant l'opposition, soit au co-modérateur représentant la majorité. Et c'est eux qui dirigent les débats. Pas Eden Kodjo. Tout homme de bonne foi va vous le confirmer. Et demain, vous pourrez peut-être vous en rendre compte. Donc nous disons, la différence, elle est là. Nous ne pouvons pas, madame, récuser Eden Kodjo, alors que la communauté internationale qui nous a aidés à avoir Eden Kodjo et le groupe de facilitateurs continue à manifester sa confiance à Eden Kodjo. Nous, ce serait perdre du temps. Et comme nous l'avons toujours dit, plus nous perdions du temps à mettre des exigences, plus le pouvoir kabiliste gagner du terrain. Répondez maintenant à ma question. Pour gagner le temps, est-ce que Vital Kamerhe est toujours opposant? Parce qu'une certaine opinion, nous allons le répondre parce que vous êtes à bouche autorisée de l'UNC. Est-ce que Vital Kamerhe, permettez, c'est pas pour choquer certains, est-ce qu'il n'est pas traître, comme le disent une certaine opinion? Est-ce qu'il n'est pas celui qui est là pour bousiller un tout petit peu cette opposition qui à un moment était très unie, mais aujourd'hui vous semblez complètement désunis, le rassemblement à côté, vous à côté, et tout ça. Est-ce que Vital Kamerhe, qui est-il aujourd'hui, en fait, vous savez, je vais vous Parce que tout tourne aujourd'hui autour de Vital Kamerhe. Je vais vous étonner, madame. Vital Kamerhe a eu un cheminement quasiment comparable au cheminement du président Tshisekedi que nous honorons tous, que nous vénérons presque. Imaginez-vous, rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi a quitté le camp du président Mobutu en 80-82, qu'est-ce qu'on disait de lui par les kabilistes qui étaient là? Qu'il continuait à servir le président Kabila, Mobutu, et qu'il était nourri par le régime de Mobutu. Et pire encore, si j'ose dire, moi je dirais mieux, lorsque par grandeur d'âme, le président Tshisekedi est allé rencontrer le maréchal Mobutu à Nice, et qui se sont appelés par leur petit prénom. Ce sont des choses que Vital Kamerhe ne fera jamais, n'a jamais plus fait avec le président Kabila depuis qu'il a quitté. Mais ça n'a pas empêché, ça ne m'a pas empêché de considérer le président Tshisekedi comme étant un véritable opposant. Et jusqu'à ce que d'ailleurs cela se traduise en 2011. Mais même lorsque le président Tshisekedi lorsqu'il a commencé à gommer les mentions de la Constitution dans les documents servant en 92 pour prêter, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qui ne voulait jamais, comment dirais-je, exercer le pouvoir, qu'en réalité c'était un éternel opposant. Soit un éternel opposant, soit c'était un Cop Nabango avec le président Mobutu. On l'a dit, madame, mais moi ça ne m'a jamais empêché de considérer le président Tshisekedi comme un monument de la démocratie. De la même façon pour le Vital Kamerhe, lorsqu'il a quitté la majorité présidentielle en 2009, les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il est resté, mais je peux vous dire que à voir finalement ce qui s'est passé, en l'absence du président Tshisekedi, qui avait des ennuis de santé. Mais madame, on peut quand même reconnaître, vous avec moi, que si l'opposition a pu être redynamisée, c'est en partie grâce à la présence de Vital Kamerhe. Et quel est le rôle aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a dit Vital Kamerhe a repris du
poids de la bête parce que le Rassemblement n'est pas là, parce que tiens, Tshisekedi n'est pas là. Et aujourd'hui, il ne veut pas aussi être à l'ombre ou sous l'ombre, je ne sais pas si l'expression est correcte, de Moïse Katumbi, parce que c'est lui l'argentin, entre guillemets, comme on le dit, reste à vérifier. Donc, Vital Kamerhe ne veut pas être sous l'ombre de Moïse Katumbi, ni de Tiens Tshisekedi. Il veut voler de ses propres ailes, risque peut-être de se brûler les ailes sous le soleil. Madame, vous n'avez jamais vu le président Tshisekedi essayer de voler de ses propres, et se mettre sous la coupe de quelqu'un. Vous ne vous verrez pas, vous n'avez pas vu Katumbi se mettre sous la coupe de quelqu'un. Pourquoi voulez-vous que ce soit seulement Vital Kamerhe? Nous avons un parti politique, nous avons un idéal, c'est la conquête du pouvoir par la voie démocratique. Pourquoi, si ces idées qui nous habitent peuvent nous permettre d'y arriver, il faudrait qu'on tienne compte de je ne sais quel obstacle? Non, nous voulons le rassemblement et nous avons montré des preuves que nous voulions de ce rassemblement. Mais nous avons dit, il faut que les structures de ce rassemblement, qu'il y ait un règlement intérieur, toute chose qui n'existait pas. Et donc, nous avons dit, cela n'empêchait pas les partis politiques d'exercer dans le cadre de leur autonomie. Et nous avons fait cela. Maintenant, madame, il n'y aura plus jamais un front commun de l'opposition aujourd'hui, hein, par rapport peut-être aux prochaines échéances. Chacun, c'est pas la guerre des égaux aussi, Jolino Makelele. Quand vous l'avez dit, Vital ne veut pas être sous la coupe de quelqu'un. Mais c'est normal. Mais comment, prenez l'exemple des autres, Jolino Makelele. Oui. Prenez l'exemple, par exemple, du Sénégal. Mais je suis d'accord. Prenez l'exemple du Sénégal. À un moment, ils ont fait front pour faire tomber Wadé. Pourquoi vous ne voulez pas faire front pour faire tomber Kabila? Et ensuite, vous allez vous répartir les postes et votre guerre des égaux va continuer. Madame, je ne pensais pas si bien dire en écoutant ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que nous avons toujours cherché. Nos amis du Sénégal, la Côte d'Ivoire et le président Ouattara, avant l'élection présidentielle, avaient proposé à Bédier, le PDCI, a proposé à Guillaume Soro, dans le cadre d'une alliance, c'est qu'ils devaient revenir à chacun de leurs partis. Et ce n'était pas pour attendre les résultats. On s'est dit, si nous gagnons ensemble, si vous me prêtez main forte, nous allons partager. Pourquoi ça ne se passe pas chez nous alors? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tellement... Non, c'est ça la guerre des égaux. Personne ne veut être sous l'ombre de quelqu'un, personne ne veut céder la place, tout le monde veut être rappelé président. Rappelez-vous des phrases qui étaient prononcées, qu'on attendrait les résultats pour voir comment repartir les tâches. Alors, quand vous avez un parti qui lutte pour la conquête du pouvoir, que vous lui dites non, votre sort est incertain, vous attendrez que nous ayons, nous, parce que nous sommes confiants, nous pensons gagner, et vous, on verra quel rôle vous donnez. Mais madame, vous découragez son électorat, c'est sûr. Donc cette bêtise, nous ne voulons plus la faire. Demain, nous voulons qu'il y ait une candidature unique de l'opposition. Cette candidature doit passer par des critères, un critérium, madame. Il ne faut pas qu'on mette n'importe qui à la tête de la nation congolaise non plus. Quelqu'un qui va prendre tout de ses conseillers. Non, madame. Il faut quelqu'un qui puisse avoir une vision, quelqu'un qui ait exercé déjà un magistère d'autorité dans ce pays et qui puisse avoir une vision. Et quelqu'un qui va débattre devant les Congolais de ses projets par rapport à la situation qu'on aura trouvée. Et dans ce cadre-là, moi je pense qu'on pourrait trouver 2 ou 3 candidats de l'opposition qui se mesuraient dans des débats publics en matière de budget, de finances publiques, en matière de budget, en matière de sécurité intérieure, en matière de politique étrangère. Bref, nous allons terminer la toute dernière question. Ça, je n'allais vraiment pas le rater. Vous êtes au dialogue. C'est... Pour nous les journalistes, je n'aimerais vraiment pas rater cette question. Beaucoup de journalistes se sont plaints que au dialogue, on les a vraiment traités comme de moins que rien, surtout les journalistes congolais. L'argent prévu pour la presse congolaise, on ne les a pas donnés, on les servait à manger comme des animaux en rang comme ça, comme dans une prison. Les journalistes congolais se sont plaints. Pourquoi vous, les politiques congolais, Jolino Makelele, vous êtes congolais, vous êtes nationaliste, pourquoi vous traitez toujours mal les journalistes congolais? L'image aujourd'hui, ça fait mal de voir les journalistes congolais traités comme des animaux et vous donner accès aux médias étrangers. La retransmission n'est même pas en direct. Là, c'était aussi une question. Pourquoi le dialogue n'a pas été retransmis en direct? Mais je reprends ma première question. Pourquoi ces traitements dégradants par rapport aux journalistes congolais? Madame, il ne vous a pas échappé que ce n'est ni... Ils sont d'ailleurs allés chez Vital Kamerhe pour ça. Il ne vous a pas échappé que ce n'est ni l'UNC ni l'opposition politique qui organise ce dialogue. Et donc, tous les problèmes liés à l'intendance ne relèvent pas de l'UNC ni de l'opposition politique. Ça relève de la facilitation. Et donc, nous, face à ça, c'est une situation qui, naturellement, ne nous fait pas plaisir ni honneur. Et c'est la raison pour laquelle, je vous remercie de l'avoir souligné,
certains journalistes ont saisi le co-modérateur Vital Kamerhe, qui a tout de suite fait de cette question une priorité, en a parlé au facilitateur. Je crois pouvoir dire, parce que je viens de là, de la cité de l'OUA, j'ai vu le président Vital Kamerhe entouré de près de 30 journalistes qui font ces genres de revendications. Et je peux vous dire que si vous les abordez, ces journalistes, ils vont vous dire qu'ils ont eu une oreille attentive de la part du président, qui a dit qu'il allait transmettre leur doléances à qui de droit. Donc, de ce point de vue-là, je n'aimerais pas qu'il y ait un traitement différencié entre la presse nationale et la presse congolaise, la presse nationale qui fait déjà son travail dans des conditions plus que difficiles. Donc, voilà ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Nous allons terminer en l'avant-dernier condensé, mesdames et messieurs. Comme vous le savez déjà, le lundi, le rassemblement a demandé un sitting devant le siège de la CENI, une marche pour protester contre la violation de la Constitution selon cette plateforme. Donc, nous vous proposons pour ce condensé l'audience qu'a eu le rassemblement avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Kimbuta, par rapport à ce sitting, la déclaration de jeunes du MPCR par rapport à ce sitting qui doit se tenir normalement ce lundi, et évidemment la parade de la police nationale. Comme vous le savez, cela a soulevé quand même quelques appréhensions dans l'opinion nationale. Alors nous suivons ce condensé, nous aurons les réponses de Jolino Makelele tout de suite après. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, dans les installations du FONUS, siège d'un parti politique de l'opposition, réuni autour d'une table avec le rassemblement de forces politiques et sociales, André Kimbuta est venu faire une mise au point sur la marche de l'opposition prévue le lundi 19 septembre prochain à Kinshasa. Après moult discussions, tous se sont mis d'accord sur l'itinéraire de la manifestation. D'abord, la marche, ensuite le meeting qui sera organisé au siège du FONUS et enfin, une délégation du rassemblement descendra à la CENI pour déposer son mémo. Le gouverneur de la ville dit prendre acte de la manifestation des opposants qui sont également ses administrés. Le point de rassemblement, c'est l'échangeur. C'est qu'il y a une marche qui sera organisée de l'échangeur en passant par ici, en passant par Libération, Kalembelembe, Kabamba, l'avenue Kassavubu, et ils vont rentrer ici pour tenir leur meeting. Et après le meeting, il y a une délégation de l'opposition qui ira déposer le mémo à la CENI. Visiblement, la décision de l'autorité urbaine autorisant la marche pacifique a rencontré l'assentiment du rassemblement de forces politiques et sociales. Le gouverneur est venu, nous lui avons expliqué le bien fondé de notre démarche. Il a accepté. Et je peux dire à l'Assemblée de notre peuple qu'aujourd'hui, il doit savoir que nous venons d'être acceptés dans nos échanges et la marche aura bel et bien lieu. Après avoir obtenu l'équitus d'organiser sa manifestation, le rassemblement fera-t-il preuve de responsabilité en évitant les dérapages à travers la ville? Wait and see. Voilà, je crois. En effet, en vertu de l'article 73 de la dite Constitution, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, est dans l'obligation de convoquer le scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice. Mais suivant les chronogrammes actuels de la CENI, le scrutin pour l'élection présidentielle ne sera pas convoqué ce lundi 19 septembre. Car le pouvoir en place, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, ont délibérément refusé de financer la CENI pour qu'elle organise l'élection présidentielle dans le délai. Le président de la CENI n'a pas le pouvoir de violer la loi du pays. Voilà pourquoi la jeunesse du MPCR demande à tous les jeunes de prendre conscience de la responsabilité que nous avons face à l'impérativité de l'alternance politique dans le délai constitutionnel dans notre pays. Nous devons faire pression pour qu'il y ait alternance politique dans le délai constitutionnel. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble de la population congolaise en général et à la jeunesse en particulier de prendre part à la marche pacifique prévue pour ce 19 afin d'exiger
la tenue du scrutin présidentiel que le 1PCR ou encore que la jeunesse du 1PCR considère comme primordiale. Le ton de cette parade est donné par le passage en revue des troupes du commissaire provincial de la police sur fond du son de la fanfare de la PNC. Après l'habituelle séance d'exhortation, le général Célestin Kanyama va relayer le message du jour aux policiers, circonscrit en 3 points. Le premier point, nous avons rappelé les missions traditionnelles de la police et nous avons plus insisté en ce qui nous concerne dans la ville-province de Kinshasa. Deuxième point, nous avons parlé du patriotisme, l'amour de notre pays, et particulièrement en ce qui concerne les policiers de la ville-province de Kinshasa et les habitants de Kinshasa. Chacun, ce qui le concerne, il doit manifester l'amour de son pays. Et enfin, nous avons rappelé les dispositifs sécuritaires qui doivent nous caractériser pendant cette période de fin d'année. Nous tendons vers la fin de l'année. Il faudrait que la police renforce ces mesures sécuritaires pour que notre population puisse fêter dans toute quiétude. En marge des manifestations politiques prévues dans les jours à venir, le numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa interpelle et met en garde. S'il y a des activités politiques, je crois que les organisateurs doivent se référer à la loi, doivent se conformer également à la loi. Et pourquoi passer à la violence? Puisque la violence n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il y a eu des contacts avec les organisateurs, avec l'autorité urbaine. Ils ont harmonisé sur la question. Je crois qu'il n'est pas question de la violence, puisque toute violence sera anéantie par la police. La parade s'est clôturée par quelques activités physiques, dont une marche allant du stade de Martyrs à l'espace échangeur, une façon pour le commissaire provincial de la police nationale congolaise d'ajouter au réarmement moral celui physique pour que la police puisse mener à bien sa mission de maintenir l'ordre, mais aussi de veiller sur la population et ses biens. Jalino Makelele, donc par rapport à ce qu'on en sait, l'opposition, le rassemblement est tout simplement en train d'exercer son droit qui est constitutionnel, celle de s'opposer en marchant, si je peux me permettre l'expression. C'est tout à fait constitutionnel et le gouverneur leur a accordé. Il n'y a rien à dire et je suis content que le gouverneur ait pu accorder cette autorisation. Enfin, pas accorder, mais disons, ait pris acte et pu prendre les mesures d'encadrement nécessaires parce qu'il faut éviter qu'il y ait des débordements et surtout des provocations. Nous pensons que dans l'opposition, nous avons des gens responsables qui vont veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage et nous pensons qu'il n'y en aura pas. Et c'est vraiment notre souhait, c'est que les gens arrivent dans ce pays à manifester leur position lorsqu'ils sentent qu'ils sont lésés. L'UNC n'y participera pas, évidemment. Non, naturellement, parce que si les gens disent respect de la Constitution, je répète, madame, M. Djinit vient de dire c'est impossible de respecter le délai. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. L'OIF a dit c'est impossible. Et si au surplus on veut quand même que ça se fasse, on violerait la Constitution en ce que on ne ferait pas voter les jeunes qui ont 18 ans. Lors de ce présidentiel. Et les gens de la diaspora. Donc, il faut quand même faire la part des choses. Ce ne sont pas forcément ceux qui crient violation de la Constitution qui respectent par ailleurs cette Constitution. J'aimerais quand même vous tirer un peu le verre du nez parce que j'ai ouï dire que si l'opposition n'avait pas cédé lors du dialogue, la majorité allait passer en force par le référendum. Et est-ce que vous allez nous garantir aussi que lors des prochaines présidentielles, je demande que le président Kabila ne se représentera plus? Parce que constitutionnellement, il n'a plus droit à un autre mandat. Mais comme vous le savez, comparaison n'est pas raison. Il y a eu forcing au Congo-Brazzaville, forcing au Rwanda, au Burundi et ailleurs. Est-ce que cela ne se fera-t-il pas aussi en RDC? Non, madame, cela ne se fera pas parce que d'abord, d'une part, lorsque on aura fini le processus d'enrôlement et on aura eu un fichier électoral fiable, on devrait commencer
immédiatement avec l'élection présidentielle, par la convocation de l'élection présidentielle. Et dans l'entretemps, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui puisse permettre cela. Parce que je le rappelle, même l'article 220 a verrouillé le recours au référendum. C'est-à-dire qu'on ne peut, ces dispositions ne peuvent en aucune manière être révisées. Donc, fut-il par voie référendaire. Donc c'est clair, cette constitution-là. Et donc nous n'avons pas peur. Et si les gens veulent faire un passage à force, ils trouveront l'UNC et l'ensemble de l'opposition en face d'eux. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, nous avons trop parlé politique et maintenant prenons un peu aussi l'aspect socio-économique, parce que même si le dialogue se tient, ben, la vie nationale continue en République démocratique du Congo. Nous allons terminer par l'OHADA. Comme vous le savez, ça fait 4 ans déjà que l'OHADA, en tout cas, est appliqué en République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de la réhabilitation du boulevard du 30 juin. Comme vous le savez, les travaux continuent. Et selon Zoomeko, de mon estimé confrère Eric Chikuma, ces travaux ont coûté la bagatelle somme de 2 millions de dollars. Et évidemment, par rapport au code de la famille, nous allons avoir aussi les informations sur, en tout cas, le nouveau code de la famille. Et nous allons parler de l'atelier sur les énergies renouvelables. Comme vous savez, l'électricité en République démocratique du Congo, c'est vraiment un luxe. Et il est vraiment aux abonnés absents, le courant électrique. Alors nous allons terminer par ce condensé. 4 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo s'est engagée dans l'application du droit des affaires OHADA. De l'étape de la réception à l'assimilation et la pratique, le Congo se démarque à ce jour à travers des réflexions de haut niveau sur le plan local et international. L'objectif poursuivi par la Commission nationale OHADA, sous le regard du ministère de la Justice, est de parvenir à l'amélioration du climat des affaires à travers l'ensemble du territoire national. Raison pour laquelle plusieurs activités, dont les formations et les réunions à l'intention des entrepreneurs, cadres des entreprises, ministères et autres services ont été initiés afin d'assimiler et de comprendre le droit des affaires OHADA. Grâce à son rôle dynamique imprimé en matière du droit des affaires, la République démocratique du Congo a bénéficié de la visite des personnalités qui ont salué l'effectivité de la mise en œuvre de cette pratique internationale. Pour ce faire, le Congo s'est distingué dans le paiement de ses cotisations, d'où les efforts consentis dans l'application du droit des affaires sont récompensés. Et la République démocratique du Congo est honorée de la présence des Congolais au secrétariat permanent, à l'école régionale supérieure de la magistrature et au niveau de l'organe technique de normalisation comptable rattaché au secrétariat permanent. La République démocratique du Congo manifeste sa volonté, grâce à la commission OHADA que dirige le professeur Roger Massamba, de vulgariser cette norme internationale pour créer les meilleures conditions d'investissement pour tout entrepreneur congolais comme étranger. La Commission nationale OHADA associe ainsi toutes les structures dans ce processus pour une application parfaite et continue du droit des affaires en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, les travaux amorcés sur le boulevard du 30 juin, précisément dans son tronçon compris entre Batetela et Sosimat, évoluent lentement mais sûrement. Pas d'embouteillage observé sur la chaussée comme d'habitude, surtout pendant les heures de pointe. La circulation devient un peu fluide sur une bande alors que l'autre est en pleine réhabilitation. Les usagers de cet axe saluent l'exécution des travaux dans un laps de temps. Pour eux, la réhabilitation de ce tronçon rend de plus en plus la circulation des automobiles facile. La route était saturée, on ne pouvait pas passer, mais maintenant je pense qu'on est quand même passé sans trop de difficultés. Je pense que nous attendons que l'autre aile soit ouverte pour que la circulation soit rendue fluide. On vient de constater que le travail est en train de marcher convenablement. Ils ont promis pour 2 mois, apparemment d'ici la fin de ces mois, tous les travaux seront finis. Avec la rentrée scolaire, on avait eu des difficultés pour amener les enfants à l'école. Bon, là, on a été surpris de voir la route était dégagée ce matin. Alors, bravo à ceux qui travaillent là-bas. Là, on est quand même satisfait, c'est bon. Certains automobilistes demandent aux agents commis à la réalisation de cet ouvrage d'accélérer les travaux, histoire de rendre la circulation complètement fluide. La route était impraticable. Nous espérons que la circulation sera bonne lorsque les travaux seront achevés.
Le souci des usagers de cette route est de voir tous les travaux amorcés sur ces chantiers être complètement achevés dans un bref délai. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Pour une harmonie conjugale, 8 grandes innovations ont été apportées sur le code de la famille congolais. C'est le cas de l'article 470 sur l'adultère. Maître Lisette Mavungo explique. Sur l'article portant sur l'adultère, vous allez remarquer que dans l'ancien code, on a habillé l'adultère du mari d'un caractère injurieux. Cela veut dire que vous devrez pouvoir l'attraper sur votre lit conjugal. Et pour la femme, ça pouvait être à n'importe quel endroit. Et nous avons trouvé que c'était discriminatoire. Que ça soit posé par l'homme ou par la femme, que ça soit dans le ménage ou en dehors du ménage, l'adultère doit être condamné. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons proposé, et cela a été accepté, pour que l'adultère ait le même caractère, autant pour l'homme que pour la femme. Donc une femme aussi qui amène un autre homme dans sa maison, dans la maison conjugale, cet acte-là d'adultère est revêtu du caractère injurieux autant que pour l'homme. Les époux sont obligés de se concerter quant au lieu et l'habitation familiale à la place de la seule décision de l'époux, renchérit Lisette Mavungo. Vous allez voir, dans l'ancien code, on disait que la femme devrait suivre le mari partout où il va et le mari devrait la recevoir. Mais aujourd'hui, avec le nouveau code, on dit qu'ils doivent se concerter. Et cela dans l'intérêt du ménage. Il peut arriver que le lieu qui est choisi par le mari ne convient pas pour l'intérêt du ménage. Mais nous pensons que si c'est discuté librement et ils ont un consensus, il n'y aura pas de problème. Notons que la révisitation du Code de la famille vise entre autres l'équilibre de la vie conjugale. Nous avons parlé à l'atelier 3 de e-business et du besoin d'électrification pour le Congo. Et la solution que j'ai proposée, c'est qu'on introduise plus d'énergie renouvelable comme le solaire au Congo afin qu'on puisse avoir Internet et promouvoir l'e-business et les autres commerces au Congo. Donc tout commence par l'électrification. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous faisons à Smin Power Group ici à la Gombe. Ce qui m'a fait plaisir ici aujourd'hui, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et tout commence par l'enthousiasme. On croit en soi et on sait qu'on peut réaliser des projets. Donc je suis très positive à partir de cet atelier. Jolino Makilele, nous allons terminer par le volet social et socio-économique. Pour plus de précision, l'OADA, le climat des affaires en RDC, ça va? Oui, le climat des affaires... Avec la tension politique, on a l'impression que les investisseurs... Oui, ce qui est vrai, c'est que... ont un peu attrapé un coup de froid. Hein. Les investisseurs ont effectivement, au-delà des dispositions légales qui régissent la matière dans le secteur minier, par exemple, que je connais un peu bien pour avoir été directeur... à la GECAMIN Europe pendant longtemps, au-delà de ces aspects notamment liés au code minier, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils viennent, ils mettent leur argent, ils veulent un retour rapide. Et il faut par ailleurs un climat des affaires, c'est-à-dire la rapidité dans la constitution d'une société, facilité dans l'octroi des documents, et puis surtout dans le paiement des taxes ou impôts. Trop de taxes? Il y a trop de taxes en RDC? Trop? Bon, on peut peut-être réunir certaines taxes ou certains droits, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs entités qui perçoivent des taxes. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que les investisseurs ont foi maintenant parce que le secteur qui est porteur chez nous, c'est le secteur minier. Et quand vous voyez que les sociétés, la maison mère de Tenke Fungurume, qui est quasiment la plus grande entreprise minière du Congo, actuellement est sur le point de fermer. Et d'ailleurs, à ce propos, je dirais que les conditions dans lesquelles la vente de Tenke Fungurume devrait intervenir nous interpellent tous. Et nous disons qu'il faut que l'État ouvre l'œil et le bon, et les dirigeants de la GECAMIN, pour que ce patrimoine ne soit pas bradé non plus. Il faut que la GECAMIN exerce les droits qui sont les siens lorsqu'il s'agit de prendre des actions de... Je sais que c'est un peu aussi, pas paradoxal, mais comment m'exprimer,
l'économie congolaise, on a l'impression, Jolio Makelele, qu'elle est focalisée sur le secteur minier. Et aujourd'hui, quand ça balance, quand les prix, par exemple, du cuivre chutent, toute l'économie chute aussi. Pourquoi ne pas diversifier un peu le secteur économique de la RDC? Pourquoi seulement les mines? Les mines s'épuiseront un jour. Mais bon, pourquoi ne pas mettre, par exemple, l'accent sur l'agriculture, par exemple, sur l'homme aussi? Pourquoi ne pas donner la capacité aux jeunes Congolais aujourd'hui d'émerger? Nous avons vu, par exemple, l'e-business aujourd'hui. Penser à d'autres énergies renouvelables pour permettre aux Congolais de diversifier un peu cette économie qui est censée baser aujourd'hui que sur les secteurs miniers et sur les ressources des mines aujourd'hui. C'est à croire que vous avez lu le livre de Vital Kamere sur sa vision du Congo de demain. Et donc, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut pas se concentrer sur le secteur minier qui est certes porteur pour l'instant, mais qui est aussi la cause de nos misères aujourd'hui, parce qu'on s'est concentré seulement sur ça. Et la preuve, c'est que vous n'entendez plus parler des indices macroéconomiques mirobolants. Vous n'entendez plus ça. Vous n'entendez plus les croissances, des chiffres de croissance, une croissance à deux chiffres. Ça a chuté de 30% ou quelque chose comme ça. Hein, parce que la croissance ne sera plus proche, nous avons un déficit, même pas de 5%. Vous avez le franc congolais qui a dévalué. La dévaluation du franc congolais qui continue. Qui a induit une perte de pouvoir d'achat pour le petit Congolais, notamment les fonctionnaires, les policiers, les militaires, et d'ailleurs dans l'indifférence complète de ce gouvernement. Et nous avons, pendant ce temps-là, il continue à faire des budgets, des projets hors budget, qui ne permettent pas au Congo de se développer comme il se doit. Nous disons il est possible de faire développer ce pays. Ce pays, il lui faut une volonté politique affirmée. De la même manière que nous avons dit, et nous avons été heureux d'entendre le ministre Tamboué dire aujourd'hui, ce qui nous a fait marrer, mais c'était dans le bon sens, que l'organisation des élections en République démocratique du Congo, c'est une question de volonté politique. Ce qui sous-entend que cette volonté n'a pas existé depuis lors, et donc c'est un aveu quelque part Comme j'ai un peu, pas un financier mais un économiste avec moi, je reviens encore sur mon excellent et estimé confrère Eric Tchikouma dans Zoomeko qui me permet d'avoir des informations surtout sur les secteurs économiques. Parce qu'on a l'impression que ce secteur est un peu mis à l'écart et nous penchons trop sur la politique. La traçabilité de notre argent et surtout la transparence dans les comptes, comme le dialogue par exemple aujourd'hui. On aimerait bien savoir ce dialogue a coûté combien à la République. Est-ce que vous avez un prix ou vous vous battez seulement pour le respect de la Constitution et tout ça? Est-ce que vous connaissez au moins ça a coûté combien à la République? Dites à cette population, ça a coûté combien? Je ne sais pas le dire, mais de ce que j'ai pu entendre par-ci par-là, ça devait tourner autour entre 5 et 10 millions de dollars. Mais je ne sais pas exactement parce pourquoi les chiffres font peur aux Noirs aujourd'hui? Pas aux Noirs mais aux Africains. Pourquoi on n'aime pas avoir une transparence? Madame. Par exemple pour le pont là sur les travaux au boulevard du 30 juin, Eric Tchikouma nous a dit c'est 2 millions de dollars, mais on a ouï dire que c'est 3 millions, c'est 4 millions. On n'est jamais sûr des chiffres. Pourquoi les chiffres ne sont jamais clairs en RDC? Parce que c'est ceux qui sont comment dire, les ordonnateurs de l'exécution de ces projets, c'est eux qui doivent le dire, aussi bien pour le dialogue que pour les travaux. Et donc nous sommes les opposants, nous avons un objectif, nous disons ce pays doit se redresser. Pour qu'il se redresse, il faut qu'il y ait une fondation solide, c'est-à-dire le respect des textes. Et une fois là, le reste ce sont des valeurs, ne pas voler, arrêter ceux qui volent, ceux qui violent, etc. Et affecter l'argent prioritairement à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est le projet de l'UNC, et résumé un peu brutalement, si j'ose dire. Et donc, s'agissant de la problématique de l'argent, même des financements, il faut quand même savoir que si vous ne vous donnez pas une certaine discipline dans la gestion de la chose publique, cela finit par vous rattraper. Lorsque nous avons un gouvernement qui dispose des comptes parallèles, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est-à-dire l'argent des passeports miniers, l'argent de certaines redevances pétrolières et autres, ou même des transactions fiscales qui passent dans des comptes autres que le compte officiel de l'État, géré par le ministre des Finances, vous aurez cette situation difficile. Aujourd'hui, le gouvernement a ce pouvoir et dans le pétrin, et ça ne nous arrange pas parce qu'on est les Congolais, c'est nous qui subissons cela, mais on avait déjà averti. Et comme
dans la fable de La Fontaine, et le gouvernement Matata Pogno avait chanté les indices macroéconomiques tout l'été et s'est trouvé fort dépourvu quand la crise fut venue. Et là maintenant, on est pratiquement dans une situation où le budget n'atteindra pas 5 milliards. Il faut le dire aux Congolais qui nous écoutent. Ces gens qui vous ont promis un budget de 9 milliards, 10 milliards, cette année 2016, ce budget ne dépassera même pas 5 milliards de dollars. Et donc, c'est une situation gravissime parce qu'on avait mal géré. On n'avait pas prévu de mettre de l'argent de côté lorsque les recettes étaient bonnes. On n'a pas affecté cet argent à des projets porteurs. On s'est contenté d'attendre les secteurs miniers nourrissent l'ensemble du Congo. Voilà ce qui arrive. Nous sommes à la fin. Votre réaction par rapport à ces petits changements du code de la famille Non, moi je pense que c'est très positif. Il faut qu'on mette la femme et l'homme sur un même pied d'égalité en ce qui concerne les devoirs et les droits, et surtout dans un couple. Et je trouve tout à fait normal que, parce que c'était quasiment injurieux ce qui était dans le code avant. Maintenant, s'il faut peut-être légiférer des lege ferenda, comme disent les latinistes, moi je dirais qu'il faut plutôt préserver la famille avant de commencer à chercher. Nous allons terminer, mais il y a quand même une question d'un internaute qui m'a dit de vous poser carrément. C'est vrai que cette fois-ci, Alexis Tambwe-Mwamba a été clair, les élections ne seront financées que par nous-mêmes, mais nous avons aussi d'autres partenaires, à part les partenaires traditionnels comme la France, la Belgique, les États-Unis. Pourquoi ne vous ouvrez-vous pas, par exemple, à la Chine, à l'Inde et aux autres pour financer nos élections? Non, madame. C'est difficile de demander à la Chine, ils ont beaucoup d'argent, la Chine ne peut pas nous soutenir pour les élections. Il faut d'abord savoir que c'est vrai que les élections, c'est un problème de souveraineté. C'est le gouvernement qui est là, qui est censé faire en sorte que l'alternance puisse avoir lieu, que le peuple exerce ses droits, notamment dans le choix de ses dirigeants. C'est à ce gouvernement de mettre l'argent. Et comme vous le savez, ce gouvernement, sur un budget programmatique d'à peu près 1,2 milliard de dollars que le Parlement a accepté que le gouvernement décaisse en faveur de la CENI depuis 2012 jusqu'à ce jour. Le gouvernement n'avait même pas décaissé plus de 350 millions de dollars. Donc il n'y avait pas de volonté, et je rejoins une fois de plus le ministre Tambwe-Mwamba lorsqu'il a dit que c'est une question de volonté. Et en l'occurrence, je rappelle encore que le même ministre Tambwe-Mwamba avait dit il y a 2 ans que le Congo pouvait se passer des partenaires étrangers, que c'est une question de souveraineté, que la CENI serait alimentée. Eh bien, nous avons vu ce qu'on a vu. Donc, nous disons, les partenaires, oui, tous les partenaires qui peuvent nous aider à renforcer notre démocratie seront, de mon point de vue, bienvenus. Il n'y a pas lieu d'exclure certains et de se retrouver dans une situation de disette. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Jolino Makelele d'être passé à la barre. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous tweetons, nous Facebookons, nous Instagramons. Merci à vous de nous suivre et merci encore une fois à toute l'équipe technique. Merci et bon début de semaine à tous les journalistes de Journalistes en Action. RDV Prix dimanche prochain. Inch'Allah.